merci à tous les confrères d'économistes et à tous les organisateurs. Merci à vous d'être venus si nombreux pour terminer ces rencontres par le sujet le plus déconnant qui soit, l'effondrement. Alors, je ne sais pas si vous avez fait exprès de me mettre à la fin, Ouais. mais du coup, voilà, j'ai pas prévu beaucoup de blagues dans la conférence. Non, en fait, euh, le message du livre, il est très clair. Euh, notre civilisation thermo-industrielle, donc industrielle mais thermo-industrielle, c'est une expression d'Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement, thermo-industrielle qui dépend du pétrole en fait, va s'effondrer bientôt. Et nous allons vivre cet effondrement de notre vivant. Voilà, c'est ça le message du livre. Alors je me présente d'abord, je suis Pablo Servigne, père de 2 enfants, 2 petits-enfants, 1 an et 3 ans. J'étais agronome et docteur en biologie parce que j'ai étudié le comportement animal et j'ai fait une thèse sur le comportement des fourmis à l'université de Bruxelles. Et puis en fait, je me suis débranché de la recherche académique et je suis devenu chercheur indépendant. Ça veut rien dire, mais c'est juste que je travaille chez moi maintenant et tout seul. Donc j'ai plus d'institution de recherche qui chapeaute ce que je fais. Et en fait, ces dernières années, depuis donc 2008 à peu près, j'ai découvert plein de choses et j'ai compilé ça dans des conférences, des bouquins. Et voilà, c'est un petit peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, alors, je sais ce que vous pensez. Oh, encore un livre sur l'effondrement, encore un millénariste, on va nous parler encore des Mayas, de l'an 2000, de plein de choses comme ça. Pas du tout. Ni des astéroïdes géants, ni d'éléments tectoniques, et rien du tout. En fait, on va se concentrer sur ce que les humains savent faire tout seuls. Et c'est un sujet assez difficile parce qu'il est lourd, il est profond. Et au fil des ans, après des dizaines de conférences, j'ai vu qu'il touchait profond. Moi-même, il me touche profondément. Et à chaque conférence, je suis aussi bouleversé. Et voilà, le public l'est aussi. Donc, euh, juste prévenir ces petits mots au début, là, avant la conférence, pour dire que ça n'est pas un livre destiné à faire peur, ça n'est pas un livre pessimiste, c'est important, mais tous les gens qui disent ouais, c'est un livre pessimiste, en fait, ne l'ont pas encore lu. Et ceux, en général, qui l'ont lu, sont plus dans l'enthousiasme. Ça fait 3 mois maintenant qu'il est sorti, et c'est ce qu'on remarque, on reçoit beaucoup de messages d'enthousiasme. Et ce n'est pas un livre survivaliste. Vous avez peut-être lu déjà des choses sur l'effondrement, avec dans la deuxième moitié du livre ou dans les derniers chapitres, comment se préparer, comment faire des stocks d'eau, de nourriture et d'armes. Ça n'est pas du tout notre posture. Et, euh, et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est pas un livre avec un dernier chapitre ouvert, optimiste, avec des solutions écrites à la va-vite, pas du tout. C'est juste un livre lucide et bienveillant. Alors vous allez comprendre pourquoi peu à peu, j'espère. Alors la nouveauté en fait, c'est qu'on a avec mon co-auteur Raphaël Stevens, c'est un ami, on habitait à Bruxelles. Lui habite toujours à Bruxelles et en fait moi il y a 8 mois j'ai déménagé en Ardèche, dans le sud de l'Ardèche, dans un éco-village. Et donc on a donc la nouveauté du livre, c'est qu'on a utilisé beaucoup de disciplines scientifiques pour décrire, essayer de tourner autour du concept d'effondrement. En fait, donc ma formation de scientifique fait que je lis beaucoup d'articles scientifiques. Tous les articles qui sortent toutes les semaines, des revues directement à la source, quoi, Nature, Science, et tous les articles scientifiques, toutes les revues, pardon, assez prestigieuses, assez sérieuses, dans mon thème qui est l'écologie, l'évolution ou le comportement animal, mais aussi au-delà, le climat. Et maintenant, on s'est intéressé avec Raphaël à la finance, la psychologie, la sociologie, et j'en passe. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sautillé d'une discipline à l'autre, et on a essayé d'avoir une vision systémique de la chose. Ça, c'est la nouveauté, une vision transdisciplinaire. Et ce qui est nouveau aussi, et on a découvert au fil de nos conférences, nos ateliers, nos débats, etc., c'est on a ajouté, comment dire, on a pu explorer 2 continents
que sont largement inexplorés dans ce genre de thème, que sont les émotions et l'imaginaire. Alors on a blindé un petit peu le côté scientifique avec beaucoup de sources de référence, vous verrez. Je ne sais pas, peut-être un petit sondage parmi vous qui a lu le livre ou qui... C'est pas un test pour... Ok. Et, euh, et donc ce côté scientifique assez voilà, rigoureux, synthétique, nous a permis d'entrer dans le continent des émotions. Et c'est vraiment, vraiment important. Et d'habitude, je fais des conférences surtout dans un milieu fermé avec un PowerPoint, mais du tonnerre. On m'a dit aujourd'hui, il n'y aurait pas de PowerPoint, pas de graphique, pas de chiffres, pas de... Et j'ai des superbes photos. En général, ça provoque des frissons, ce qu'on appelle... Ah, il y a un spécialiste du pic pétrolier, un jour, j'étais à une conférence, il appelle ça des «Oh my God points». Les spécialistes du pic pétrolier, c'est un moment, on voit un graphique, on se rend compte d'une chose, par exemple, toute notre nourriture aujourd'hui dépend du pétrole. Et alors là, oh my god point, c'est un point, oh la vache, plus rien n'est comme avant. Il y a un avant et un après, et à partir de ce moment-là, on ne peut plus l'ignorer. C'est un moment de stupeur. Et moi, j'en ai passé plein, enfin Raphaël aussi, on en a passé plein ces dernières années, là, depuis 2008-2009. Et donc, en général, le PowerPoint, mais il est assez efficace. Donc là, c'est voilà, une conférence a cappella. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres ou de graphiques. Du coup, je voulais parler un peu de mon parcours et de ces passages de My God Points peu à peu qui m'ont transformé en fait. Avant, j'étais assez normal dans les années, voilà, au début des années 2000. Et puis en fait, en 2006-2009, pendant ma thèse, je me suis intéressé à la permaculture, à l'agroécologie. On était à Bruxelles, donc en milieu urbain, on a créé une association, des collectifs qui squattaient des terrains vagues. On a fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture urbaine. C'est un mouvement qui démarrait enfin, il y a 10 ans et aujourd'hui, voilà, c'est assez répandu dans les pays industrialisés. Et de fil en aiguille, on est tombé sur le livre, le fameux manuel de transition de Rob Hopkins. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, c'est génial. Et dans ce manuel de transition qui venait d'Angleterre, donc, qui parmi vous a entendu parler du mouvement de la transition? Je crois qu'on en parlait vendredi au D'Économie, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est tout? Non. Non, levez-la. D'accord. Donc, qui n'en a pas entendu parler, c'est plus intéressant. Comme ça, je vois... ok. Ben, en deux secondes, hein, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre. Rob Hopkins, c'est un formateur en permaculture et il a décidé donc il s'est rendu compte des catastrophes qui arrivent. En gros, le pic pétrolier, les bouleversements climatiques, et puis la finance et tout ça. Et puis il s'est dit, on ne peut pas voir l'un sans l'autre. On ne peut pas juste voir qu'il y a un pic pétrolier, parce que sinon, on va chercher et trouver des solutions qui sont incompatibles avec les catastrophes climatiques. Et puis si on voit que le climat, si on lit que le rapport du GIEC sans prendre en compte le pic pétrolier, ben on va développer des solutions entre guillemets, qui sont totalement incompatibles avec le pic pétrolier, du genre de la géo-ingénierie, balancer des aérosols dans l'atmosphère, créer des satellites qui vont empêcher, dévier les rayons du soleil, des trucs, c'est n'importe quoi si on se rend compte qu'il y a un pic pétrolier dans les années qui viennent. Bref, ou même, non, enfin bref, je vais abréger, sinon on va vraiment durer 6 heures. 6 heures. Ouais. Et donc, ce Rob Hopkins, il s'est dit, il connaissait les principes de permaculture, il a dit, bon, moi je peux faire ma ferme tout seul, en autonomie, pour les catastrophes qui arrivent, mais c'est pas intéressant. Parce que si je suis tout seul à survivre, voilà, ça sert plus à rien de continuer. Du coup, il est retourné en ville, je caricature un peu, hein, mais c'est ça sa posture. Et en ville, dans la petite ville de Totnes, en Angleterre, il s'est dit, on est tous dans le même bateau. Soit on s'y met tous à la transition, soit c'est la fin, quoi. Et donc, il a essayé d'appliquer ces principes de permaculture à grande échelle, à l'échelle du paysage, de la ville, du territoire. Et c'est ce qu'il a appelé les villes en transition, Transition Towns, qui sont devenues aujourd'hui les initiatives de transition. Il y en a plus de 1300 dans le monde. Et ce livre, le manuel de transition, m'avait bouleversé pour ça, justement. Ça m'a fait découvrir le pic pétrolier et les changements climatiques. Et moi qui connaissais un petit peu, mais vaguement, je me dis, waouh, si on met les deux ensemble,
tout va être bouleversé. Il faut tout revoir, tout refaire. L'économie, mais pas que l'économie, tout. Et c'était mon premier Oh My God Point, et ça collait pas mal avec ce qu'on faisait déjà d'agriculture urbaine, de permaculture, d'agroécologie et tout ça. Et en fait, j'ai renoué avec mes premiers amours qui étaient l'agronomie. J'avais été assez déçu à l'époque de mes études d'agronomie classique. On avait appris à faire des pesticides, à faire des OGM, tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, s'il n'y a plus de pétrole dans quelques années, comment on va faire tourner les tracteurs? Comment on va faire? Et petit à petit, j'ai tiré un fil et il y a toute une bobine qui est venue. Et j'ai creusé le thème de l'agriculture post-pétrole. Sachant que un réservoir d'essence, dans un réservoir d'essence, il y a l'équivalent en énergie, en joules, de 4 ans de travail humain. D'accord? Si on brûle un réservoir d'essence, environ 40 litres, comment dire, on extrait, on dégage autant d'énergie qu'un homme ou une femme qui travaille 4 ans. C'est énorme. Donc avec un réservoir d'essence, on laboure un champ, ça mettra 4 ans à cette personne pour labourer ce champ. Donc une autre manière de voir les choses, de la puissance extraordinaire que représente le pétrole, c'est que si vous prenez 1 litre d'essence, vous le mettez dans votre voiture, donc vide, il n'y a pas d'essence, vous mettez 1 litre seulement, vous roulez tout droit, et à un moment ça s'arrête, d'accord, le litre est épuisé, il n'y a plus d'essence, vous retournez la voiture et vous poussez. Et vous poussez pour revenir au point de départ. À votre avis, combien de temps allez-vous pousser? Levez la main. Mais à travail salarié, hein, ici on est quand même. Donc 8 heures par jour, 35 heures, voilà, 35 heures par semaine avec les week-ends, salarié syndiqué. Combien de temps allez-vous pousser? 1 mois, bravo. 1 mois. Ouais, c'est rare qu'on réponde directement. Je vais mettre quelque chose sur ton stylo parce qu'il y a les bruits parasites. Ah oui, d'accord. Je vais arrêter de... Alors on va pousser 1 mois. Ça veut dire que 1 mois de salaire équivaut en fait à 1 litre d'essence. 1 litre d'essence, c'est 1,50 €. 1 mois de salaire, je sais pas, disons 1 500 €. Et c'est la même énergie. Ça veut dire en fait que le litre d'essence, on le vend 1000 fois pas assez cher. Le vrai prix de l'essence, c'est 1 500 € du litre à la pompe. Ça, c'est le vrai prix de l'essence. Là, si on met ce prix, on a une vraie économie compatible avec la biosphère. Voilà la puissance du pétrole. Et du coup, j'ai creusé l'agriculture post-pétrole et je me suis rendu compte que j'étais le seul, j'ai dit bien le seul en Europe à travailler là-dessus. J'ai contacté beaucoup de chercheurs, j'ai rencontré même l'ancien directeur de l'Agence nationale pour la recherche qui connaît tous les programmes européens de recherche. Il m'a dit « Agriculture post-pétrole? Ah, c'est intéressant, j'y avais jamais pensé. » Mais non, il n'y a aucun labo de recherche qui réfléchit à ça. Et en fait, j'en ai trouvé aux États-Unis, il y en a 2 ou 3 dans le monde, qui font des recherches explicitement avec ce thème. Donc, bien sûr, on a des recherches en agronomie sur la résistance aux sécheresses pour le climat, etc. Mais explicitement, agriculture sans pétrole ou post-pétrole, j'en ai pas trouvé en Europe. Alors aux États-Unis, il y a le Land Institute au Kansas, dirigé par Wes Jackson, qui est génial. Il développe des nouvelles machines performantes en traction animale. Un truc génial. Pour eux, c'est le futur. Donc ils innovent, ils font des machines performantes. Ça bouleverse notre imaginaire. Et puis, ils développent des nouveaux types de céréales pérennes, vivaces. Ils font des croisements avec des espèces sauvages. Et ce sont des céréales qui n'ont pas besoin d'être semées tous les ans. On n'a pas besoin de labourer, replanter, tout ça. On récolte juste les épis. C'est comme l'herbe qu'on voit ici, sur laquelle vous êtes assis. Et ça repousse tous les ans. C'est génial. Bref. Oui, les résultats sont... Bon, c'est 50 ans de recherche, mais je veux dire, ils ont déjà des bons résultats et il y a beaucoup de défauts. On pourra en parler après si vous voulez. Mais en tout cas, c'est des pistes de recherche. Et alors ça m'a bouleversé. Et en fait, j'ai eu un autre Oh My God Point en 2011 parce qu'à la fin 2011, je suis pigiste pour le magazine Imagine. C'est le seul magazine écologiste en Belgique. Et j'ai fait l'interview de Denis Meadows, qui est le principal co-auteur, disons, du rapport Meadows, au plus connu sous le nom de rapport au Club de Rome, qui était paru en 72. Et depuis, il a eu 2 mises à jour dans les années 90 et dans les années 2000, en 2003. Et
Donc qui parmi vous sait ce qu'il y a dans le rapport Meadows? Ouais, ok, pas beaucoup. En général, personne l'a lu. Du coup, moi, j'ai dû me taper les rapports. Je les ai bien lus pour aller à l'interview. Et en fait, le coup de chance, c'est que le jour de l'interview, à 9 h, j'arrive. Et c'était une conférence de presse avec plein de journalistes. Et puis je me retrouve tout seul avec Denis Meadows, et donc la personne qui l'a invité. Et en fait, ce jour-là, vous savez qu'en Belgique, on n'a pas eu de gouvernement pendant près de 2 ans, là. Et le roi venait de nommer un préformateur, enfin bon, quelqu'un qui était responsable de former un gouvernement. Et ce matin même, il venait de le former. Tous les journalistes sont partis voir le roi. Et moi, je me suis retrouvé tout seul avec Denis Meadows. J'ai discuté et ça m'a bouleversé. J'ai mis 2 mois à m'en remettre, j'ai fait une dépression après. C'est terrible. Ça fait 40 ans qu'il dit que voilà, le rapport Meadows. Alors, j'ai une superbe courbe dans mes PowerPoint pour vous montrer ça. Vous restez scotché. Alors, il n'y aura pas de cours, mais simplement le message. Et je vous invite à lire le dernier rapport qui est paru en français aux éditions Rue de l'Échiquier. Ça s'appelle Les limites à la croissance dans un monde fini. Les limites à la croissance. Oui, les références sont dans le livre. Rue de l'Échiquier. C'est vraiment génial. Et il dit qu'en fait, si on part de l'hypothèse que notre monde est fini, c'est l'hypothèse de base, alors, alors notre civilisation thermo-industrielle s'effondrera dans la première moitié du 21e siècle, avant 2050. Bon, alors je vous passe le modèle et tout ça, les courbes. Mais en gros, les courbes s'effondrent, les courbes de la production alimentaire, des ressources, de l'industrialisation, enfin de l'économie et tout s'effondre. Même la pollution s'effondre quelques années après, puisqu'il n'y a plus d'industrie. Et puis la population humaine commence son déclin à partir de 2030. Ce que dit le rapport Meadows, c'est qu'on ne sera jamais 9 milliards ou 10 milliards en 2050, comme l'ONU le dit souvent. Et j'ai été voir les modèles de l'ONU, en fait, ils sont totalement hors sol. Les modèles de l'ONU, c'est des projections de taux de natalité, de taux de mortalité et de taux d'immigration. C'est tout. Totalement déconnecté du système Terre. Ça veut dire, le modèle de l'ONU, là, 9 milliards en 2050, ça dit juste, toutes choses étant égales par ailleurs, on sera 9 milliards en 2050. Mais les choses ne sont pas égales par ailleurs. À partir du moment où il y a une rupture dans n'importe quel facteur du système Terre, tous les modèles de l'ONU sont inutilisables. Donc voilà, ça a été bouleversant. Et c'était au moment de fin 2011 de la naissance de mon premier fils. Alors là, c'était dur. C'était dur et j'ai continué les recherches malgré tout. Ça m'a passionné. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, la première, c'est que j'aime bien savoir, connaître. Et plus je connaissais, plus j'étais passionné. Et plus j'étais atteint. J'ai maigri pas mal ces dernières années à cause, je pense, de ce sujet. On a passé avec Raphaël, j'ai rencontré Raphaël en 2012 en fait. Depuis, on fait des recherches là-dessus à deux. Ça nous a permis de tenir. On était beaucoup dans l'humour, dans les blagues, ça maintient. Mais franchement, on a passé des moments de profonde anxiété, désespoir, tristesse. Les chiffres sur la biodiversité, c'est hallucinant, mais c'est à pleurer. Enfin, moi, il m'arrive souvent de pleurer devant des rapports scientifiques, des études. C'est abominable, c'est un mot faible. Tout s'effondre, quoi. Les populations d'insectes s'effondrent. Les populations d'oiseaux, l'Europe a perdu la moitié de ses oiseaux, de ses populations d'oiseaux des champs ces dernières années. Les poissons, il n'y a plus rien dans les océans. Les forêts, il n'y a plus rien dans les forêts tropicales. C'est horrible. Et ça, et encore, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Du coup, on a passé aussi des moments de peur, tristesse et de colère. La colère sort beaucoup. Dans le public que je fréquente depuis maintenant des années, la colère sort aussi souvent. La tristesse, la peur et la honte aussi quand je vois mes enfants et voilà, je me dis qu'à un moment je leur parlerai de tout ça, ben, j'ai honte, il y a de la culpabilité, il y a tout ça qui sort. Et au début, on l'avait mis sous le tapis avec Raphaël. On avait mis tout ça sous le tapis et on ne comprenait pas parce que je faisais une conférence 2 heures sur les catastrophes. Moi, je croyais aller faire quelque chose d'utile et d'informer les gens. Et en fait, ça les détruisait. J'ai détruit des publics au début, il y a quelques années. Ils ressortaient livides et dans la colère, le ressentiment, etc.
Et plus on était clair dans les chiffres, avec des beaux PowerPoint, et plus les émotions sortaient. Et chez nous aussi. Et en fait, on a compris après, et grâce aussi au manuel de transition de Rob Hopkins, qu'en fait, on était en train de passer un deuil, un processus de deuil. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un, un proche, vous passez par ces phases de déni d'abord, on va parler du déni après, de tristesse, de colère, et puis peu à peu d'acceptation. Et aujourd'hui, on est dans l'acceptation de cet effondrement, donc de la fin de notre civilisation, mais c'est pas facile. Et en fait, toutes les émotions qui sortaient ou qu'on ressentait, c'était les phases d'un deuil. Et on a mis en place des moments de discussion ou d'accueil des émotions, de témoignages. C'est important, on a toute la journée aujourd'hui pour le faire. Je vous dis, n'hésitez pas à sortir ce qui doit sortir. Là, ici, en une demi-heure, vous devez me croire sur parole, parce que, bon, voilà, si vous n'êtes pas encore au courant de tout ça, c'est difficile à gober. Mais discutez-en, ne restez pas seul avec ça, et ne lisez pas le livre tout seul le soir avant de vous endormir. Enfin, déjà, si vous arrivez à dormir. Mais c'est quelque chose qu'il faut partager. Je vous invite, vraiment, je déconne pas. Il faut le partager. Ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul. Et en fait, on n'est pas seul. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sait. En fait, ce livre a du succès parce qu'il répond, il met des mots sur des intuitions que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Enfin, beaucoup de médias me l'ont dit, et le public disent merci, merci d'avoir mis des mots. Et alors, ça permet d'aller de l'avant. C'est de là que vient l'enthousiasme. D'ailleurs, entre parenthèses, la série Game of Thrones, que vous connaissez peut-être, qui a un succès mondial énorme, et dont la baseline, c'est Winter is coming, l'hiver vient. Moi, je suis en train de la regarder parce que je voulais pas trop la regarder, mais finalement, mes amis m'ont insisté. Mais regarde-la, tu verras, c'est intéressant. En fait, ça répond à une intuition que des temps difficiles vont arriver. Ça met des images, des mots. C'est pour ça, à mon avis, le succès de cette série, c'est que ça touche à des intuitions profondes qu'on a. Alors un autre... voilà, oui, pardon. Donc ce point Oh My God avec Denise Meadows, ça a été bouleversant. Ça m'a permis aussi, après, en rencontrant Raphaël, de commencer les recherches plus systématiquement. C'est là qu'on a inventé... on a tellement découvert de choses, de dizaines de livres et de centaines d'articles, qu'on a voulu faire le tour. Et on a appelé ça la collapsologie. Au début, c'était pour déconner. Et puis, on s'est rendu compte, mais en fait, c'est sérieux. Collapse, en anglais ou en latin, c'est l'effondrement. Collapsologie, la science de l'effondrement de notre civilisation. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de livres déjà qui existent sur les effondrements des civilisations anciennes. Vous connaissez peut-être le best-seller de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement. Ou en ce moment, il y en a un de Eric Klein, je crois, qui s'appelle 1170, le jour où la civilisation s'est effondrée. C'est à la découverte. En ce moment, il a du succès. Mais ça parle d'il y a 1000 ans. Là, la collapsologie, c'est aujourd'hui, ce qui nous arrive. Et en fait, à chaque fois qu'on lisait un livre sur l'effondrement, il y avait une lacune. Ça parlait pas bien d'aujourd'hui, ou alors ça parlait juste d'écologie ou d'archéologie. Ça oubliait tout le reste. Comme vous vous souvenez au début, pic pétrolier et climat, si on ne les pense pas ensemble, ça donne rien du tout. Et là, si on pense l'archéologie, mais si on ne met pas l'économie, la biodiversité, le climat, la psychologie, la sociologie, tout ça ensemble, ça marche pas, c'est boiteux. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est avoir vraiment cette vision systémique. C'est ça la collapsologie. Et coup de chance, ce qui m'a permis aussi de continuer, et c'est pas rien, c'est que ma compagne, la compagne de Raphaël, nos proches, notre famille, ont aussi bifurqué. Donc notre imaginaire, à moi, Raphaël, a commencé à dévier. Écouter les France Info, écouter les nouvelles du monde, en sachant tout ça, ça n'a plus du tout le même goût. Et peu à peu, si ma compagne n'avait pas transformé aussi son imaginaire, si elle m'avait dit, bon, t'es gentil, mais l'effondrement, t'en parles pas devant mes copines, voilà, c'est juste un petit sujet de conversation dans les repas de famille, et puis j'y crois pas, on serait plus ensemble, c'est trop énorme. C'est trop énorme. Donc voilà, j'ai aussi eu, c'est important, un soutien affectif des proches. Et dans les collapsologues que je rencontre, on est quand même pas mal. Il y a un réseau qui se tisse de collapsologues, là, sur Internet, mais même en vrai. Je parle dans le livre de l'Institut Momentum à Paris, qui a été créé par Yves Cochet et la journaliste Agnès Sinaï. J'en fais partie, on réfléchit à tout ça.
on produit donc des articles et des conférences là-dessus. Il y a aussi Adrastia, une association qui a été créée à Lyon autour de ce thème-là. Ça a grandi de manière exponentielle. Et finalement, un dernier, j'en parle vite fait, mais un dernier Oh My God Point que j'ai eu, c'est sur le climat. Parce que j'étais au courant sur les problèmes climatiques depuis des années, par ma formation, ma curiosité, mais en fait, je ne me rendais pas compte. Et juste avant le dernier rapport du GIEC, j'ai lu un livre extraordinaire que je vous conseille du philosophe australien Clive Hamilton, qui s'appelle Requiem pour l'espèce humaine. Ils viennent de le traduire en français aux presses de Sciences Po. C'est génial. Et passe la moitié du livre à décrire les enjeux climatiques et l'autre moitié à décrire pourquoi on n'y croit pas, le déni. Et ça m'a bouleversé, ça m'a montré que vraiment, pour le climat, ça va être très dur. Et je me suis rendu compte que j'étais un peu dans le déni là-dessus. J'étais beaucoup plus paniqué par le pic pétrolier que le climat. En fait, je me trompais. Le pic pétrolier ne vient pas assez vite. Bon, on pourra revenir dans la discussion si vous voulez. Bon, parlons, assez parlé de moi, parlons un peu de collapsologie. Pour le temps qui reste, il reste combien de temps, Ouais, Dany? je vais te dire, il reste un bon quart d'heure. Ok, parfait. Ouais. Alors, Requiem pour l'espèce humaine, Clive Hamilton. La définition que donne Yves Cochet, donc on travaille pas mal ensemble. Donc, oui, rapidement, ça c'est important. En fait, après mes recherches sur l'agriculture post-pétrole, que j'ai publié dans l'association pour laquelle je travaillais à Liège, en Belgique, d'éducation populaire. Pendant 4 ans, j'ai fait de l'éducation populaire. Du coup, je me suis entraîné aux conférences. C'est là que j'ai fait mes armes, quoi, aux conférences et aux articles. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé avec l'Institut Momentum, et Yves Cochet, à un moment, qui était eurodéputé au Parlement européen. Moi, j'habitais à Bruxelles, à côté du Parlement. Et il m'a dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire un rapport sur l'avenir de l'agriculture en Europe, mais sous l'angle des catastrophes et de la résilience? Je fais, ouais, super. Mais ta carte blanche. Waouh. Ok, c'est parfait, c'est mes thèmes, j'y vais. Et j'ai fait ce rapport qui est paru en octobre 2013, qui s'appelle Nourrir l'Europe en temps de crise. Et du coup, et ça a fait un buzz parce que le rapporteur des Nations Unies, enfin l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, Olivier de Scutter, l'a lu, l'a aimé, l'a défendu, et il est venu me soutenir au Parlement européen. Et du coup, un éditeur est venu me trouver et a dit, il faut absolument que ça apparaisse en livre, ça touche les gens. Et c'est le livre Nourrir l'Europe en temps de crise chez Nature et Progrès Belgique. Et du coup, je me suis retrouvé sur les planches, entre guillemets, puisqu'il y a eu de plus en plus de demandes. Et le livre qui n'était pas prévu fait que un éditeur, en entendant une conférence, m'a dit « Ah, mais tu dois creuser ce thème de l'effondrement ». Du coup, on a creusé avec Raphaël, et ça a donné le deuxième livre qui est paru il y a 3 mois, « Comment tout peut s'effondrer » aux éditions du Seuil. Voilà, et en fait, je continue mes recherches sur le côté... parce que là, ici, dans celui-là, il y a un côté très sombre qu'on développe dans Comment tout peut s'effondrer, et il y a un côté très lumineux, la moitié du livre, sur les jeunes pousses. Parce qu'en fait, on peut voir l'effondrement comme un grand chêne, un arbre, dans la forêt, vous savez. Quand le grand arbre tombe, c'est parce qu'il tombe, parce qu'il s'effondre, que les jeunes pousses peuvent émerger. Il y a une clairière, et les jeunes pousses qui sont là, qui sont toutes là, émergent enfin. Et les jeunes pousses sont là. Aujourd'hui, il y a des milliers et des millions d'initiatives, d'expériences, de néo-ruraux, de nouveaux paysans, de tout, de n'importe quoi. Comment il s'appelle? Paul Hawken, le célèbre activiste américain, dans son bouquin, je ne me souviens plus, il a eu du succès. Il parle du plus grand mouvement de l'histoire, le plus grand mouvement social et environnemental aujourd'hui. C'est le plus grand mouvement de l'histoire. Tous les gens qui luttent, qui s'activent pour plus de justice environnementale et plus de justice sociale, il a commencé à faire la liste. Au début, il y en a des centaines, des milliers, des millions. Il a arrêté de faire une liste. Il a dit, on est des millions sur Terre, c'est le plus grand mouvement de l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est que ce mouvement n'a pas encore pris conscience de lui-même. Il ne s'est pas auto-institué, là, au sens de Castoriadis. Il est pas en... Voilà. Mais c'est un grand mouvement. Un peu comme il décrit le système immunitaire de la Terre qui se réveille, de Gaïa. Voilà.
Et donc, je creuse actuellement les recherches sur l'agriculture post-pétrole. Ça sera l'objet de futures publications. Alors Yves Cochet, donc, avec qui je travaille pas mal, définit l'effondrement, non pas comme l'apocalypse ou la fin du monde, pas du tout, il ne s'agit pas de ça. C'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. D'accord? C'est pas une définition archéologique, comme Jared Diamond, avec une baisse de population, etc. Non, c'est vraiment une définition pour nous qui est enfin, comment dire, utilisable pour nous aujourd'hui. Alors, nous, dans notre imaginaire, oui, enfin, d'abord un mot sur le mot sur effondrement. Pourquoi on a choisi ce mot? Pourquoi on n'a pas choisi déclin ou crise, ou comme Albert Jacquard, mutation, ou Edgar Morin, métamorphose? Déjà, on ne voulait pas d'euphémisme, parce que métamorphose, mutation ou transition, c'est bien, mais ça ne permet pas vraiment de penser les morts, les guerres, les maladies, les famines, etc. C'est des mots trop positifs. En même temps, crise, c'est un mot trompeur, c'est un piège, la crise. On parle de crise, mais en fait, la crise laisse penser, laisse croire qu'on va pouvoir revenir à une situation normale. Il n'y aura plus jamais de situation comme on l'a vécu ces dernières années. On ne reviendra plus jamais à la normale. Ne serait-ce qu'au niveau du climat, c'est déjà parti en dehors euh, enfin voilà, des seuils de normalité, quoi, des clous, en dehors des clous, au niveau énergie, etc. Donc, on a choisi effondrement parce que ça permet à la fois d'inclure des rapports scientifiques sérieux, d'inclure je sais pas, des phénomènes comme la crise grecque, la crise espagnole, qui sont des amorces d'effondrement, de penser aussi l'effondrement du bloc soviétique en même temps que l'effondrement des Mayas ou des Romains, des civilisations romaines antiques, qui n'a rien à voir, mais il y a quand même des petits points communs, et effondrement permet de rassembler tout ça. Et ça permet aussi de traiter des images qui nous viennent en tête quand on parle d'effondrement. Par exemple, moi je vois Mel Gibson avec un fusil à pompe dans le désert, c'est Mad Max, mais il y en a qui voient des films de zombies, Walking Dead, il y en a qui voient tout ça parce que l'industrie du cinéma, l'industrie hollywoodienne, a déjà labouré notre imaginaire depuis des années. Depuis que je suis petit, moi, je vois ces films. Et donc, si on me dit, à l'époque, on me disait effondrement, moi, tout de suite, oh, on va tous s'entretuer, vite, il faut faire des stocks. Et donc, il y a un réflexe survivaliste qui s'enclenche parce qu'il est nourri de cet imaginaire. Cet imaginaire qui, qui est en fait, qui véhicule les mythes de notre civilisation. Et quels sont ces mythes de civilisation libérale, libérale au sens philosophique, hein, depuis 400 ans? C'est pour ça il faut lire Jean-Claude Michéa, mais bon, j'imagine que vous l'avez tous lu. Les mythes de notre civilisation libérale, c'est le progrès, la croissance, la guerre de tous contre tous, la compétition, la séparation homme-nature, etc., etc. Tout ça, ce sont des mythes qui nous fondent, qui fondent nos récits, notre storytelling, notre manière de nous raconter des histoires, notre manière de vivre et de percevoir le monde. Et en fait, l'industrie hollywoodienne ne fait que stimuler, aller dans le sens de ces histoires. Donc pour nous, c'est normal. Si à un moment, l'ordre social vient à se déstructurer ou brutalement, à disparaître, automatiquement, si on n'a vu que des films hollywoodiens, on va se dire on va tous s'entretuer, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle, la guerre de tous contre tous, etc. Or, c'est faux. C'est faux, on montre un peu dans un chapitre sur la sociologie de l'effondrement que on a été fouillé en fait des recherches, des publications dans tout ce que font les psychologues et les sociologues là-dessus, sur les catastrophes. Que ce soit des attaques terroristes, des crashs d'avions, je sais pas, les tours jumelles, des tsunamis, des tremblements de terre, à chaque fois, il y a des sociologues et des psychologues qui sont venus faire des études, recueillir des témoignages, et tous les témoignages convergent absolument tous, qu'en cas de catastrophe ponctuelle et disons qui prend les gens par surprise, il n'y a jamais de comportement d'agressivité, de comportement de panique,
la panique en temps de catastrophe est un mythe hollywoodien. Et surtout, on observe beaucoup de comportements d'entraide, d'auto-organisation et de calme. Et plus on est à l'épicentre de la catastrophe, plus il y a du calme, de l'entraide et de l'auto-organisation. Ça m'a bouleversé quand j'ai lu ça. C'est un livre magnifique qui n'a pas été traduit en français, de Rebecca Solnit, qui s'appelle A Paradise Built in Hell, un paradis construit en enfer, et qui prend beaucoup de catastrophes tout au long du siècle. Le tremblement de terre à San Francisco en 1906, avec l'incendie qui a ravagé la ville. Il y a les tours jumelles, l'attentat sur les tours jumelles. Enfin, elle en prend plein et elle montre, travaux scientifiques à l'appui, que jamais il y a de panique. Alors, je vous vois incrédule. Moi, j'étais incrédule au début. J'ai lu pas mal là-dessus. Et effectivement, alors, ça ne prend pas en compte les situations plus complexes que sont les génocides ou les guerres civiles. Parce que là, encore une fois, il y a d'autres travaux, en particulier du Harald Welzer, qui a écrit Les guerres du climat chez Flammarion, qui montrent comment des populations peuvent peu à peu sombrer vers la barbarie, et des populations comme nous, comme vous et moi, disons, dans le bain des droits de l'homme, voilà, humanistes, etc., on peut sombrer, disons que notre seuil de tolérance se décale et on peut faire des actes abominables ou barbares sans qu'on s'en rende compte, en fait. Peu à peu, on trouve ça normal. Donc, tout ça pour dire que je ne dis pas que l'avenir sera bisounours, sera le contraire de la loi de la jungle ou la guerre de tous contre tous. Je dis que en période de catastrophe, on peut compter sur les deux faces de la même pièce, qui est la nature humaine, à la fois l'entraide et à la fois la compétition et l'agression. Tout ça, on l'a en nous. Ça dépend, donc, voilà, ça dépend de ce qu'on en fera. En tout cas, on a ces capacités d'entraide, d'auto-organisation qui sont très profondément ancrées en nous. Et je ne crois pas personnellement à un avenir à la Walking Dead, où on va tous s'entretuer, mais ça ne sera pas un avenir bisounours non plus. Et c'est là tout l'enjeu de la collapsologie, c'est d'essayer d'aller travailler ça avec la tête, avec ce que disent les scientifiques, ce qu'on peut imaginer pour la suite, mais surtout avec le cœur, avec les émotions, avec l'imaginaire, avec en inventant des nouveaux récits transformatifs, des nouveaux récits, des nouveaux mythes qui permettront d'aller de l'avant et d'imaginer un avenir qui soit ni Mad Max, ni le contraire, vous savez, Star Trek. On va tous prendre des pilules d'énergie infinie et aller coloniser l'univers avec des vaisseaux spatiaux. Ça nous fait du bien, mais c'est une des formes du déni de notre société, quoi. Le fameux « ils nous trouveront bien quelque chose ». Ah, pic pétrolier, ouais, ils nous trouveront bien quelque chose. Le « ils nous trouveront bien quelque chose » est un type de déni. Voilà, donc l'urgence aujourd'hui, c'est d'inventer des nouveaux récits, du storytelling. Il y aura beaucoup de travail pour les artistes dans la transition qui vient. Il faut des cinéastes, des romanciers, il faut refaire des séries qui remettent des graines dans notre imaginaire d'histoires plus enthousiasmantes. Et c'est exactement ce que font les initiatives de transition. Ça fait des années déjà que je côtoie ces groupes-là, et on fait ça. On s'imagine, je ne sais pas si vous avez vécu ces moments dans les initiatives de transition, pour ceux qui connaissent, on s'imagine 2030, on est là ensemble, ok, on est une vingtaine, une trentaine, on fait un pique-nique, c'est assez joyeux, et on se dit 2030, Aix-en-Provence en 2030. Comment ça sera? Ça sera, on prend le pari que ça sera plus agréable à vivre, il fera bon vivre, il y aura peut-être plus de pétrole, un climat instable et agressif, mais il fera bon vivre. Ah ouais, il fera bon vivre. Et comment? Ah bah il y aura du vélo, il y aura ci, là, tout ce parc là, au lieu de mettre de l'herbe qui sert à rien, on mettra des légumes, là je vais mettre des céréales, etc. etc. Et puis peu à peu les idées viennent et on se décoince. Et comme on est ensemble, on peut imaginer et on commence à le dessiner avec des crayons, mais aussi à noter. Ah, il faut faire ça, il faut faire ci. Ah ouais, pour l'eau, on va faire ça, on va récupérer ça. Au début, c'est un peu naïf, et puis ça se construit ensemble. Et, 30 minutes. et donc, ces initiatives de transition ont très bien compris que la clé se situe dans l'imaginaire. C'est parce qu'on transforme notre imaginaire en amont
qu'après on peut y croire. On se débloque, on sort de ce sentiment d'impuissance si répandu parmi les écologistes, qui est très, voilà, qui est paralysant en fait, qui est même pire, il est cancérogène. Ce que disait David Servan-Schreiber dans Anti-Cancer, le sentiment d'impuissance, quand on est coincé, qu'on ne sait pas quoi faire, provoque des cancers. Voilà. Alors, les émotions, l'imaginaire, le déni, j'avais dit que j'en parlerais. Il y a plusieurs sortes de déni, on explique un petit peu dans le livre, dans la psychologie de l'effondrement, tout ça. Je ne vais pas le traiter en détail. Par contre, je voulais finir par l'image. Je vous ai dit l'image de l'arbre qui s'effondre et peut permettre de faire émerger les jeunes pousses. Il y a une autre image que j'emploie beaucoup pour la transition qui vient, et je finirai là-dessus, c'est, imaginez-vous, on est des pantins, le système thermo-industriel qui nous nourrit, qui nous vêtit, qui nous transporte, etc., nous tient en fait par des fils, d'accord ? On a le fil de l'énergie, des supermarchés. Moi aujourd'hui, sans supermarché, sans voiture, je ne sais pas survivre. Pas encore. J'y travaille depuis des années, mais j'arrive pas encore. Et donc, il nous tient par des fils. Et tout l'enjeu de la transition, c'est de commencer à se rassembler, c'est en groupe, hein, tout seul on fait rien, pour couper ces fils. Et les couper, retrouver un semblant d'autonomie. Comment faire pour ne pas aller au supermarché ? On peut faire une AMAP, on fait un potager collectif, individuel, nanana. On commence à réfléchir. Voilà, au début c'est un peu ridicule et après ça prend de l'ampleur. On s'organise, on se met en réseau, etc. Et quand on retrouve un semblant d'autonomie, wow, je sais, ça fait 6 mois que je ne suis plus allé au supermarché. Eh bien on célèbre ça. Dans les initiatives de transition, la célébration est vraiment importante. Et on peut couper tous ensemble. Et c'est seulement tous ensemble qu'on peut couper les fils. Si moi je les coupe tout seul, maintenant je coupe tous mes fils, je meurs. Donc c'est de retrouver le sens du collectif pour pouvoir se réautonomiser et couper vite les fils, j'ai dit vite, avant que le système qui s'effondre là ne nous emporte avec lui. Voilà la vision que j'ai de la transition. Et en fait, réfléchissez bien, ce n'est que dans une société très riche en énergie, hein, un plein d'essence, 4 ans de travail humain, chacun de nous a 500 esclaves énergétiques en permanence. On a 500... Notre consommation de pétrole tous les jours, c'est l'équivalent de 500 esclaves qui travaillent pour chacun de nous en permanence, pour nous vêtir, pour nous transporter, pour nous nourrir. On est tous des pharaons aujourd'hui à l'ère du pétrole. Moi, j'ai 500 esclaves qui travaillent pour moi, pour m'amener ici à Aix, pour me nourrir, etc. Si on n'a plus ces esclaves, toute notre vie va changer. Et en fait, il n'y a que dans les sociétés très riches d'un point de vue énergétique qu'on peut se permettre le luxe de l'individualisme. L'individualisme est un luxe de notre société, parce qu'on a 500 esclaves chacun. Moi, je peux te dire, je t'emmerde, j'ai pas besoin de toi, parce que j'ai 500 esclaves qui me nourrissent. C'est ce qui me fait dire aussi avec Raphaël que nous arrivons dans l'ère de l'entraide. L'ère qui vient n'est pas l'ère de l'individualisme, mais l'ère de l'entraide, où les individualistes seront les premiers à mourir. Merci de votre attention.